Alors, pour ces 3 dernières interventions, nous accueillons tout d'abord Amrit Singh, qui nous fait l'honneur de sa présence. Donc Amrit qui nous vient du gymnase de la Cité, où il enseigne l'anglais, qui est aussi un passionné de Tolkien. Et je te laisser aussi plus te présenter juste après, si tu le souhaites, pas de pression. Hein. Mais en tout cas, qui vient aujourd'hui nous parler de, comme d'autres interventions de l'usage du jeu de rôle au sein d'une classe, mais en ayant plus une perspective sur l'enseignant que sur les étudiants. Alors pour me présenter, je vais juste raconter une anecdote. Ma première partie de jeu de rôle quand j'avais 13 ans, à l'époque, comme tout le monde, j'ai créé un elfe, parce que Legolas, et mon premier jet de dés, ça a été un échec critique, et je suis mort. Donc j'ai décidé d'être maître du jeu ce jour-là, raison pour laquelle j'ai très peu d'expérience de joueur en fait. Donc merci de m'avoir invité. Je tiens à dire que ce que je vais présenter aujourd'hui, je suis content d'avoir enfin une tribune pour le dire, parce que c'est quelque chose que je pense sincèrement, vous allez voir où je vais en venir. Ça n'engage principalement que moi, mais c'est un sujet sur lequel j'ai failli faire mon mémoire à la HEP, et pour finir, j'ai fait sur des jeux vidéo, avec Madame Quinche d'ailleurs qui est dans la salle. Le plan de ma présentation, donc je vais commencer par une introduction où, comme tout bon enseignant, je vais dire ce que je ne vais pas faire. Ensuite, je vais expliquer ce que j'entends par jeu de rôle et pratique enseignante à travers 3 axes, la gestion de classe, la planification, l'adaptabilité. J'ai une partie un peu en réserve qui est une étude de cas d'un logiciel que j'ai utilisé en classe qui s'appelle Classcraft. Si j'ai le temps, je l'utiliserai, mais on verra. Et enfin, je conclurai. Alors, on a eu 2 présentations, même beaucoup de présentations durant ces 2 jours qui parlaient de comment intégrer le jeu de rôle en classe, ne serait-ce que ce matin, je ne vois pas où il est, San. Mais, pardon, excuse-moi. Et hier, avec M. Lépinard, qui parlait vraiment des aspects didactiques et pédagogiques du jeu de rôle, comment on peut utiliser le jeu de rôle dans une classe pour transmettre de l'histoire, des maths, de l'anglais ou autre chose. Ce n'est pas du tout ce que je vais faire. Donc, je m'intéresse aux bénéfices du jeu de rôle dans ses aspects non didactiques. Donc, je n'utilise pas le jeu de rôle en classe pour diverses raisons. Je vais m'intéresser à des aspects plus périphériques et je vais me concentrer sur le maître du jeu. J'ai assez peu d'expérience de joueur, en fait, et j'ai appelé ma présentation maître de jeu, maître de classe, parce que j'aimerais montrer les parallèles et les bénéfices qu'il y a à être l'un pour être l'autre. Les bénéfices mutuels, comment on est un meilleur prof en étant MJ, et comment on est un meilleur MJ en étant prof. Pour ce faire, je vais commencer par quelque chose qu'on n'a pas fait en 1 jour et demi de colloque sur le jeu de rôle. On va jouer à un jeu. C'est presque surprenant. Je vais vous montrer une liste de phrases. Et parmi ces phrases, qui ont toutes été prononcées par moi, donc je peux vous en assurer la véracité, lesquelles ont été prononcées lors d'un jeu de rôle et lesquelles ont été entendues en salle de classe. Donc c'est toutes des phrases que j'ai dites à un moment de ma vie, et j'aimerais que vous jouiez à essayer de deviner. La première, c'est facile, tu additionnes le 3 de base avec le 2, puis tu prends en compte le 4, tu fais le total, tu rajoutes 1. Jeu de rôle en salle de classe. Pas besoin de répondre, hein, je vous dirai la réponse après. Deuxième phrase, est-ce que tu pourrais être un peu moins sur ton attel, s'il te plaît? Pour les Français et les Québécois, le Natel, c'est le téléphone portable. On est bien suisse ici. Troisième phrase, j'espère que vous avez pris le temps de lire les documents que je vous ai transmis. C'est important pour comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. Salle de classe ou jeu de rôle? Quatrième phrase, je peux t'expliquer, mais l'idée, c'est que tu essaies d'y arriver par toi-même, comme ça, tu n'as pas besoin de me demander à chaque fois. Plus difficile que ce qu'on pense. Hein. Ensuite, facile, chacun son tour, pas tous à la fois. Et la dernière qui va peut-être vous surprendre. Si tu es là sans participer, je préfère encore que tu quittes la salle. Merci. J'ai volontairement un peu changé mon langage, notamment parce qu'on vous voit les élèves au gymnase, au lycée, mais je ne voulais pas que ce soit trop facile. Je vous laisse 5 secondes. On voit que j'ai l'habitude d'être avec des adolescents. Alors, sortez une feuille. Non. En fait, c'est un piège, parce que c'est toutes des phrases que j'ai dit en jeu de rôle. Il n'y en a pas une seule, enfin, je les ai dit en salle de classe aussi, mais toutes ces phrases, j'ai prononcé ça en jeu de rôle. Ça, si vous connaissez Pathfinder, vous savez à quel point c'est mathématique, et puis alors je prends le facteur, et puis j'ajoute le rang de compétences, et puis alors il y a le bonus de caractéristiques.
Ça, c'est une joueuse qui était tout le temps sur son téléphone, et c'est vrai que ça m'a un peu embêté. Au bout d'un moment, j'ai dû lui dire, est-ce que tu peux arrêter? Très récemment, j'ai littéralement donné des documents à des joueurs pour qu'ils lisent chez eux, un peu comme des devoirs. J'essaie aussi d'autonomiser mes joueurs pour qu'ils puissent, pas parce que ça m'embête d'expliquer, mais pour qu'ils s'approprient leur personnage, pour qu'ils puissent faire les jets tout seuls. Chacun son tour, pas tous à la fois, ça je pense c'est facile à imaginer quand ça allait en jeu de rôle. Et j'ai même eu une occasion où j'avais quelqu'un qui était dans la salle, mais qui ne faisait pas le jeu de rôle, il était en train de jouer à Diablo. Et je lui ai demandé, enfin moi ça me dérange, c'est vraiment comme un élève qui est en classe, mais qui fait autre chose, ça m'a dérangé. Donc je pense que vous voyez déjà un peu où je veux en venir. Alors pour commencer, les parallèles, je vais poser une question auquel je ne vais pas répondre, pour changer, c'est qu'est-ce qu'un bon prof? Je ne vais absolument pas tenter de répondre à cette question, je ne suis pas fou. Mais je vais m'intéresser à une qualité qui est souvent attribuée à un bon enseignant, qui est la question de l'autorité. Est-ce que l'autorité fait un bon prof? Je vous invite à aller vous renseigner sur la question si cela vous intéresse. Vous êtes peut-être vous-même expert ou experte. Mais il faut admettre que c'est quelque chose qu'on attribue souvent à un enseignant, l'autorité naturelle ou non. Réponse courante, il est ou elle a de l'autorité. Mais qu'est-ce que l'autorité, évidemment? Devenir auteur de soi-même, développer ses propres compétences. Non, autorité, un auteur. Permettre aux autres d'être auteurs, les rendre autonomes. C'est une relation d'influence basée sur l'estime et le respect, du MJ aux joueurs ou du prof aux élèves. Il faut vaincre sa peur. Pour être prof, il faut vaincre sa peur. Vous avez 24 adolescents en furie qui sont prêts à vous manger, il faut vaincre sa peur. Et les joueurs ne sont pas tellement nuls. Et il faut être capable d'arbitrer. Tout ça est tiré de Auger et Bouchard-là, élève difficile, prof en difficulté. Ça, c'est pour la source, on va dire, académique. Qu'est-ce que l'autorité au sens académique? Mais je vais aussi vous montrer une source peut-être un peu plus plébéienne, si j'ose le dire comme ça, qui est Migros Magazine, qui a demandé aux gens qu'est-ce qui fait un bon prof. Et dans les témoignages, on a Roxane Rochat, 13 ans, qui nous dit « Un bon prof, c'est quelqu'un qui sait être ferme, mais drôle, qui explique bien, qui arrive à transmettre ses connaissances. Il doit pouvoir gérer les problèmes et les situations difficiles et entretenir une bonne relation avec les élèves, tout en montrant que c'est lui le prof. » Si vous êtes enseignant vous-même, vous savez qu'être prof et être sympathique ne veut pas forcément dire être l'ami de l'élève, et ce n'est pas forcément lui rendre service. Lorsqu'on interroge les parents, ils peuvent dire « Un bon prof doit avoir de l'autorité tout en montrant de la compassion. » Donc c'est quelque chose de relativement établi qu'un prof, parmi les nombreuses compétences qu'il doit avoir, sur lesquelles justement je ne m'attarde pas, un bon prof, c'est un prof qui a entre autres de l'autorité. Maintenant, si je vous demande qu'est-ce qu'un bon MJ, encore une fois, je ne vous le demande pas vraiment, ce n'est pas forcément le mot qu'on va attribuer à un MJ. On ne va pas forcément tout de suite penser un bon MJ, un maître du jeu, non, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. Et pourtant, de mon expérience et ce que j'essaie de montrer avec les exemples d'avant, l'autorité est quand même une compétence qu'on utilise quand on est MJ. On est quand même en train de gérer des gens et on leur sert de focale, en fait. Si on se demande ce que c'est qu'un bon MJ, je vais citer Chris Baker. Alors, ah oui, j'ai oublié de le dire, mais il y aura beaucoup d'anglais dans cette présentation. Je suis désolé, je suis prof d'anglais. Agency, the ability of player characters to make the substantive decisions that affect their lives and actions. In a high agency campaign, the player character decide what adventures to take on or what challenges to avoid. Il n'y a pas de mot direct pour agency si ce n'est agentivité. C'est un mélange de pouvoir et d'opportunité. Les joueurs, if they have agency, se sentent investis du pouvoir de faire une différence, si on veut. Et un bon MJ, en tout cas selon ce monsieur, c'est un MJ qui donne de l'agency, de l'agentivité, aux joueurs. L'autre caractéristique d'un bon MJ, qu'on a évoqué plusieurs fois depuis hier, et je pense que personne ne sera en désaccord là-dessus, c'est l'immersion, immersion. The GM, donc Game Master, needs to spark the creative process and provide an atmosphere where the players believe they are a part of a larger world, one where they have a place and a history. Pas forcément deux caractéristiques qu'on attribuerait à un enseignant. Évidemment, entre élèves et joueurs, le contexte de départ est très différent. Les élèves, malgré ce qu'on leur dit au gymnase, on leur répète tout le temps, vous avez fait le choix d'être ici, vous avez fait le choix d'être ici, ils n'ont que moyennement fait le choix d'être ici, soyons francs, et encore moins à l'école secondaire. Les joueurs sont beaucoup plus bienveillants vis-à-vis d'un MJ que vis-à-vis d'un prof. Ils ont pris du temps, ils se sont investis, peut-être financièrement,
ils ont fait un effort pour venir ici, donc ils ne sont pas comme des prédateurs face au maître du jeu. Enfin, encore, on peut en discuter, c'est bien ce qu'on va en faire. Mais j'avance quand même que l'autorité d'un MJ, tout comme l'autorité d'un prof, permet un meilleur déroulement de la partie et leur permet de justement garder la maîtrise. Parce qu'on dit maître de classe et on dit maître de jeu. Et garder cette maîtrise, selon moi, passe par une certaine autorité. Quand on pense autorité pour les élèves, on pense aux problèmes causés par les élèves et l'autorité serait la capacité à les régler, enfin peut-être pas les régler, mais en tout cas à réagir. Vous avez tous été étudiants, je ne vais pas lister les problèmes que peuvent poser des élèves. Par contre, je vais essayer de lister des exemples de problèmes que peuvent poser des joueurs. On en a parlé ce matin, il peut y avoir un manque d'implication. On a vu aussi hier matin une photo d'un joueur qui, durant une partie de jeu de rôle, vraiment, il avait l'air de s'ennuyer. J'aime beaucoup les jeux de rôle, mais sur une session de 12 heures, peut-être qu'à quelques minutes, on risque de penser à autre chose, mais pas plus. Il peut y avoir un manque d'attention, l'un étant dérivé de l'autre, et inversement. Des fois, surtout si on n'est pas directement concerné, on n'est pas forcément à 100% en train de suivre ce qui se passe. L'exemple typique, c'est le combat quand ce n'est pas notre tour. Quand ça fait 5 minutes que le barbare il essaie de réfléchir à son calcul de son bonus de rage, et puis nous, on est juste là, et puis quand c'est notre tour, on dit « ben j'attaque », peut-être qu'on va un peu commencer à daydream, pour utiliser l'anglais. On a des joueurs qui phagocytent l'attention et d'autres joueurs qui restent passifs. Je pense qu'on a tous vécu ça. Par exemple, avant, on parlait des voleurs et des paladins qui ont un peu leurs propres objectifs dans la campagne et qui, du coup, vont beaucoup monopoliser l'attention du MJ, alors que pendant ce temps, d'autres joueurs se sont un peu délaissés. On a le rejet du MJ ou de la MJ. Je vais vous donner un exemple. Moi, je ne suis pas du tout expert de Star Wars. J'ai joué à un jeu de rôle Star Wars et on était dans un destroyer impérial. Et le MJ nous dit, bon, alors vous entrez, vous passez la salle de commande, vous allez à droite. Et là, vous trouvez, je ne sais plus, une salle de conférence. Et là, un joueur dit, oui, alors c'est quel modèle de destroyer impérial? MJ dit, je ne sais pas, le MKX, j'en sais rien. Il fait, non, alors sur ce modèle-là, je suis désolé, ce n'est pas la salle de conférence, normalement, c'est le placard. Et le MJ était complètement désemparé parce que le joueur connaissait mieux l'univers que lui. En tant que prof d'anglais, et si vous êtes prof d'anglais, vous le savez aussi bien que moi, on a les élèves anglophones. Oui, mais monsieur, nous, on ne dit pas comme ça. Et on se retrouve dans un conflit d'autorité, comme un joueur qui aurait mieux lu le livre de base que nous. On a l'exclusion de certains joueurs et du conflit entre joueurs. Je mets un petit caveat quand ce n'est pas voulu. Évidemment que si vous jouez à un jeu comme Game of Thrones, ou si vous avez un scorpion dans Legend of the Five Rings, ça peut être l'intérêt du jeu, les conflits entre joueurs, mais pas forcément. Si vous êtes 5 personnages loyal bons, il y en a un qui est chaotique mauvais, qui essaie de tous les tuer, ce n'est pas forcément le but de la campagne de créer des conflits internes. Et vous avez des MJ qui font trop de ex cathedra, entre guillemets, ou simplement qui n'interviennent pas assez, tout comme on nous apprend, les enseignants, qu'il ne faut pas faire tout le temps des cours magistraux et qu'il faut varier les interactions avec les élèves. Et enfin, qui est à mon avis peut-être un des pires qui peut arriver, le MJ complètement dominé par ses joueurs, tout comme le prof qui, face à une classe complètement lâchée, dit abandonne, quoi. Non, tant pis, je ne peux pas. Tout ça pour vous montrer un peu les parallèles que j'essaie de faire entre l'un et l'autre. Aussi, je pense, et c'est l'hypothèse que j'amène ici, que s'entraîner avec l'un nous permet d'anticiper les problèmes avec l'autre. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué dans mon expérience personnelle. J'ai été MJ avant d'être prof, et quand j'enseigne, je tire parti de mon expérience en tant qu'MJ. De là à dire qu'un joueur est comme un élève, il faut quand même tout de même contextualiser. Ça dépend des élèves, ça dépend des joueurs, ça dépend des classes, ça dépend de plein de facteurs, mais je pense que certaines compétences transversales, pour utiliser un terme qu'on aime bien, peuvent être appliquées. Quand on parle de prof, on parle souvent de style. Et vous avez tous eu des profs différents et chacun avait son style. Alors je vais montrer des exemples, pardon. Ça, c'est tiré de la BD Les Profs. Il y a le prof dégoûté, le prof brouillon, le prof sadique, le prof humoriste, le prof désespéré, le prof philosophe. On a tous eu des profs, pourtant on enseigne le même savoir. Où je travaille, on est une dizaine de profs d'anglais. En théorie, on enseigne le même programme, on amène au même examen, il ne devrait pas y avoir de différence entre nous. Pourtant, il y en a, et on a tous vécu ça en tant qu'élève ou en tant que prof, des styles différents. Similairement, on a tous des MJ au style différent. Alors là, vous avez l'alignement des MJ de... Alors vous n'avez pas à lire, ça c'est loyal bon, ça c'est chaotique mauvais, c'est en anglais.
Le MJ chaotique mauvais, il dit les règles, c'est juste un obstacle au fait que je tue les joueurs. PC, c'est player character. Et le MJ loyal bon, il dit que suivre les règles, c'est essentiel. On ne peut pas s'en sortir sans suivre les règles et vous avez tout un spectre de MJ. Comment est-ce qu'on compare les profs? Souvent différents facteurs. Ça peut être oui, enfin, je devrais peut-être pas le dire trop fort à l'UNIL, mais des fois on choisit parce que oui, prend ce prof-là, la certification elle est très facile. Ça peut être il est plus tolérant sur les retards, mais il est moins tolérant sur les affaires, ou le contraire. Et notamment un des paramètres qu'on utilise pour comparer les profs, c'est l'autorité. Et les MJ, je pense qu'on compare tous les MJ, entre autres sur un facteur, c'est le taux de mortalité. Ah oui, dans ce MJ-là, non, lui, alors 50% de taux de mortalité. Hein, et on ne peut pas faire une partie sans survivre. Et inversement, à ce MJ-là, c'est facile, de toute façon, il ne tue jamais ton personnage, il n'y a aucun souci. Et quand on va notamment en convention, on se retrouve exposé à différents styles de MJ qu'on n'avait pas forcément connus avant, tout comme si vous n'avez eu qu'un seul type de prof d'anglais, ou d'allemand, ou de français, vous n'avez peut-être pas eu d'autres exemples de comment on peut transmettre cette même matière. Chez les enseignants, on peut soi-même accorder plus ou moins d'importance à la sévérité. On peut considérer qu'une classe qui a 3,5 sur 6 de moyenne, c'est une réussite, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait plus de 50% d'échecs ou 50% de réussite. De la même manière, un MJ peut se targuer ou se vanter d'être tueur. Il peut être fier, pour lui, une partie où il y a la moitié des PJ qui meurent, c'est une réussite, ou au contraire. Donc dans ces différents styles, on remarque que la réussite ou non des élèves et des PJ, je ne vais pas dire le taux de survie des élèves, ça serait quand même un peu cruel, mais le taux de réussite des élèves est à mon avis comparable au fameux taux de survie des PJ. Parce que le paradoxe des MJ et des profs, c'est qu'ils ont deux membranes. Je ne vais pas lire toute la slide pour gagner du temps, mais Chalevera compare Estia dans la main gauche et Hermès dans la main droite. Grâce à la main gauche, il accueille l'élève avec empathie, et grâce à la main droite, il pose les limites. Oups, pardon. Parce que quand on est MJ et quand on est prof, on guide et on évalue. Je dois enseigner la matière et je dois aussi décider qui passe et qui ne passe pas. En fait, on est un peu avec, parce qu'on est leur allié pour apprendre la matière, mais le jour du test, on est contre. On est contre eux. Ce qui fait qu'on a un réflexe assez intéressant qui est se dédouaner dans le vocabulaire. Moi, si je fais un examen que j'ai créé moi-même et je l'entraîne avec les élèves, je dis jamais je dis ce test est dur. Attention, cet exercice est difficile. Attention, là, il y a un piège. Mais le piège, c'est moi qui l'ai mis. Donc, j'essaye de leur apprendre à surpasser les épreuves que j'ai mises moi-même. Et je pense que vous voyez tout de suite le lien avec le MJ. Le MJ, il fournit les outils, mais il fournit aussi les obstacles. Et évidemment, il faut savoir doser l'un et l'autre. Parce qu'il est tour à tour l'allié et l'ennemi des joueurs. Si vos groupes de joueurs niveau 1, vous leur mettez un vénérable dragon d'émeraude dans le premier égout, ils vont chasser des rats, vous avez mis un bon obstacle, mais je ne suis pas sûr que vous avez mis les bons outils. De même, si vous faites le premier cours d'anglais avec des 6e années et vous commencez par le past perfect continuous au passif, je ne suis pas certain qu'ils seront très réceptifs à ce que vous essayez de lui dire. Donc cette double casquette se retrouve dans les deux rôles. Donc, tout ça, c'est pour la gestion classée des joueurs. Maintenant, je vais passer à mon deuxième point, qui est la planification. Un mot qui vous parle si vous avez fait la HEP. Un autre terme que je vais utiliser, enfin que je vais citer, c'est l'alignement curriculaire. C'est une correspondance élevée entre le programme prescrit, l'enseignement réalisé et l'évaluation effectuée. Pour dire ça simplement, on a un plan d'études, on a un cours et on a un test. Je veux qu'ils apprennent certaines compétences, je prévois mon cours de certaines manières, et j'évalue comment ça se passe. Ça, c'est un exemple de ce que mes stagiaires m'envoient, que je leur force à envoyer, bourreau que je suis. C'est une planification de séquence. Et on appelle ça aussi scénario pédagogique. Il y a même le terme scénario. Donc on a, qu'est-ce qu'on va faire, comment ils vont le faire, et les consignes exactes, et le plus important, combien de temps ça va durer. Et si vous avez déjà planifié une partie de jeu de rôle, vous avez fait ça. Pas forcément par écrit, mais pas forcément de manière aussi précise. Mais vous avez dit, ah oui, alors là, il y a l'introduction à l'auberge, après, ils vont aller tuer des rats dans l'égout, désolé pour les clichés. Mais vous essayez d'assigner une certaine temporalité à chaque activité. Et vous êtes déjà en train de vous dire, oui, mais il ne la respecte jamais, c'est justement ça à quoi je vais arriver bientôt. Ça, c'est un extrait du manuel du maître de Pathfinder.
que j'ai pris parce que c'est très visuel, où on a justement cette espèce de schéma qu'il y a dans la tête du MJ ou qui apparaît écrit, où on voit, alors le monstre attaque, qu'est-ce que les joueurs font? Ils vont plutôt vers la jolie demoiselle, ou ils vont acheter des armes, s'ils vont vers le monstre... Quelque chose que vous faites consciemment ou inconsciemment, assidûment, ou au contraire de manière un peu, j'ai pas envie de dire lacunaire, mais peut-être qu'on n'a pas envie de se rattacher trop à un plan. Tout comme en enseignement, on ne fait pas exactement ce qu'on a prévu. Mais encore une fois, je vais y arriver. Donc je supputerais l'existence d'une espèce d'alignement holistique entre la campagne telle qu'elle est prévue par les créateurs. On a des créateurs de jeux de rôle ici. Hier, on parlait des MJ en tant que narrateurs qui s'approprient une œuvre de fiction. Entre la campagne telle qu'elle est prévue par l'auteur, les scénarios tels qu'il est prévu par le MJ, en se basant sur la campagne, qui pourrait être l'équivalent du plan d'études, et enfin le déroulement concret de la séance, qui est l'équivalent peut-être d'un test. Ça m'amène à mon troisième point, et je pense le plus important, et celui qui, moi, me touche le plus, c'est l'adaptabilité. Alors, comme tout bon ex-étudiant à l'Uni, j'ai commencé par définir un concept. L'adaptabilité, je suis allé voir sur le CNRTL, c'est la capacité de s'adapter. Je ne vous ai pas mis ça, je vous ai mis la définition de s'adapter. La première étant de joindre un objet à un autre de manière à obtenir un dispositif fonctionnel. La deuxième, mettre en accord approprié à quelque chose ou à quelqu'un d'autre considéré comme prépondérant, du moins comme incontestablement réel, de manière à obtenir un ensemble cohérent ou harmonieux. C'est la fin qui est intéressante, ensemble cohérent ou harmonieux. Et la troisième, c'est transposer une œuvre ou une technique d'un genre ou d'un type d'expression dans un autre en vue d'une destination nouvelle, quand on parle d'adaptation cinématographique, par exemple. Et le plus important, c'est ça, obtenir un ensemble cohérent et harmonieux. Quand les joueurs commencent à sortir des rails, il faut s'adapter. Et c'est là-dessus que je vais passer le reste de mon temps, afin que le tout reste harmonieux et afin qu'on reste maître. Mais, comme toujours, je vais parler d'abord de ça dans l'enseignement, avec un petit préambule. Ah oui, pardon. Faire preuve d'adaptabilité, c'est sortir de sa zone de confiance pour trouver les solutions qui s'imposent. Je ne parle pas d'adaptabilité ou d'adaptation comme il y en a, par exemple, pour les élèves dyslexiques. Ça, ce sont des adaptations qui ont lieu en amont. On sait que certains élèves demandent de l'adaptabilité, mais on le prépare en avance. Moi, je parle d'adaptabilité dans des situations qui sont imprévues. La preuve que, enfin, moi je pense que c'est une compétence essentielle, mais je ne suis pas le seul. Si vous allez sur le site de l'ONISEP, c'est l'organe d'orientation pour les métiers d'enseignement, ça c'est les descriptions, donc c'est comme orientation.ch en Suisse, professeurs des écoles, professeurs des lycées, donc gymnase. Et qu'est-ce qu'ils indiquent dans les compétences essentielles? Pédagogie et adaptabilité, souplesse et adaptabilité. Vous me direz, beaucoup d'offres d'emploi demandent de l'adaptabilité, certes, mais là je m'intéresse spécifiquement à celle-ci. Alors, encore une fois, je ne vais pas étayer toutes les choses qui peuvent venir perturber un cours. Je vais donner deux exemples tirés de ma propre expérience, mais vous avez été élève ou vous êtes prof. La première, c'est après 5 minutes, il y a un élève qui vomit en classe, au deuxième cours de l'année. La deuxième, peut-être un peu plus intéressant, lors de mon entretien d'embauche et de ma leçon d'épreuve au gymnase en 2014, j'avais préparé un super cours vidéo, PowerPoint, vraiment le truc absolument ultime. J'arrive en classe et l'ordinateur ne marchait pas. Qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû m'adapter. Et en l'occurrence, je pense que je l'ai bien fait, mais ça, c'est une autre question. Parce que si on n'arrive pas à s'adapter, on perd la maîtrise, qu'on soit enseignant ou qu'on soit MJ. Je vais donner un exemple tiré de jeu de rôle cette fois. Imaginez, vous décidez de... C'est votre magnum opus, vous décidez de faire le Seigneur des Anneaux en campagne. Vous réunissez vos joueurs, vous décidez de faire JRTM ou l'anneau unique, et vous avez tout préparé. Alors ça, c'est tiré de Dark Tower, qui est une excellente BD. Si vous reconnaissez le style graphique, c'est parce que John Kovalic a participé à ce jeu pas très connu qui s'appelle Munchkin. Et alors on a l'MJ qui dit « La scène est à Rivendell, la communauté de l'anneau est prête, et ils vont partir, on voit qu'il a tout préparé, hein. Des heures et des heures de préparation en amont, ils sont prêts, ils vont faire le Seigneur des Anneaux en campagne. L'œuvre de sa vie, le chat s'amuse, les joueurs sont prêts. Le premier dit « Je dis bonjour à mes compagnons », le deuxième dit « Je prépare mes rations », et le troisième, je pense que vous voyez où je veux en venir si vous avez été MJ, il est à Rivendell, qu'est-ce qu'il fait? Première chose qu'il fait, « Je tue Gandalf ». Je tue Gandalf. MJ qui en perd sa feuille. L'autre joueur qui fait « Ah, magnifique », l'autre qui dit « Je prépare ma masse ». Le MJ qui dit « Pardon, you do what ?»
Et le joueur qui dit, ben, c'est logique, une fois que le Gandalf est mort, l'anneau, il est à nous. Réaction de l'autre joueur, ça vaut combien un anneau magique sur le marché noir? Et l'autre qui fait, oui, oui, on peut commencer à étriper Gandalf. C'est un exemple humoristique tiré d'une BD que j'aime particulièrement, que je vous recommande, c'est un webcomic en fait, en l'occurrence, mais c'est quelque chose que vous connaissez bien. Les joueurs, malgré toute la préparation, malgré tout ce qu'on a prévu, tout ce qu'on a étudié, passé des nuits, on a prévu les PNJ, on a prévu les scènes, on a prévu la musique d'ambiance, ils tuent Gandalf. Selon Jim Zub, pour être un bon MJ, improvisation. You got to be flexible. It's not about you trying to force a story on the players, it's about the interaction between you and your group. You need to be able to tell what they're enjoying and then lean into it. But always challenge them. You can't give them everything they want. Et ça, j'y tiens beaucoup. Si je reprends l'exemple des profs, il y a une différence entre un bon prof et un prof aimé. Si je voulais que être aimé des élèves, c'est très facile, je leur mets que des bonnes notes et je passe que des films. Pareil, vous pouvez être aimé de vos joueurs, vous distribuez de l'expérience comme ça par barriques entières. Vos joueurs vont vous aimer, mais est-ce que ça fait de vous un bon MJ ou un bon prof? Ça, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir éventuellement. Mais le trope du joueur qui fait n'importe quoi, alors là, on ne voit pas très bien, mais là, c'est marqué la campagne, ça, c'est les joueurs de campagne qui tuent les joueurs qui tuent la campagne, qui dit pourquoi le maître du jeu ferait ça? Si je ne transpose pas ça à l'enseignement, vous étudiez un sujet, encore une fois, la grammaire anglaise, vous passez 6 séances à étudier ce sujet, vous donnez des devoirs, vous préparez des choses, puis lors du test, les élèves ils font « Ah, mais on n'a jamais vu ça en classe ». C'est un peu l'équivalent du joueur qui assassine votre PNJ préféré. On a beau préparer, les élèves ne réagissent pas comme on s'y attendait. Pareil, hein, là vous avez le MJ avec toute son histoire, les rencontres et les personnages, et les joueurs, ils sont obsédés par un random PNJ qui est à la taverne, parce qu'ils sont sûrs, non mais cette serveuse, je suis sûr, c'est une servitrice des forces du mal, ça ne peut pas juste être une serveuse. Et nous, en tant que gens, sortez de la taverne, par pitié, sortez juste de la taverne. Mais on ne peut pas prévoir, on peut anticiper ou essayer d'anticiper, mais on ne peut pas prévoir. Et devant cet imprévu, plusieurs options s'offrent à nous, en tant que prof, en tant qu'MJ. La première, c'est de dire après 5 minutes, bon, ben voilà, hein, vous pouvez rentrer chez vous, mais ça, c'est pas possible quand on est prof. Des réactions imprévues demandent des décisions immédiates. Quand on nous dit « je tue Gandalf », c'est un peu comme tout d'un coup la caméra se braque sur nous. OK, comment on réagit? C'est presque le MJ qui doit tirer l'initiative à ce moment-là. Il doit définir les priorités. Est-ce que dans ma campagne, je peux me permettre que tel et tel PNJ meure? De la même manière, si on se rend compte qu'on a prévu un exercice de grammaire et un exercice de speaking, si les élèves passent 3 fois plus de temps que nécessaire sur l'exercice de grammaire, on doit se demander qu'est-ce qui est prioritaire, le speaking ou la grammaire, et comment j'adapte en fonction. On doit se baser sur les retours des joueurs et des élèves. Les élèves se rendent compte que particulièrement le past perfect, ils ne comprennent pas. On va peut-être passer plus de temps sur le past perfect. Les joueurs aiment particulièrement un PNJ qui en fait n'était pas du tout prévu. Peut-être qu'on va l'intégrer plus dans la campagne. Tout comme un enseignant qui du coup doit modifier sa planification. Ah, tel et tel sujet, ils ont très vite compris, je peux passer plus de temps sur l'autre. Mais la chose, c'est qu'on a peu de temps pour décider, on est vraiment pris au dépourvu et on a une grosse responsabilité. Si d'un coup on prend une décision qui modifie le reste de la campagne, on est obligé de s'y tenir, que ce soit pour un PNJ ou un endroit. De même, décider ou non d'accorder plus ou moins d'importance à certains sujets dans un cours peut avoir, par effet papillon, un peu, j'ai envie de dire, des conséquences directes sur le test et après sur l'examen. Pardon. Combien de temps il me reste? 2 minutes. 2 minutes, ok. Alors, je vais gentiment conclure, et si on a le temps, je vous montrerai, pardon, mais un logiciel que j'ai utilisé, je vais vous montrer mes conclusions. C'est un logiciel qui s'appelle Classcraft, qui permet d'utiliser des mécaniques de points d'expérience, mais contrairement à ce qu'on a vu ce matin et hier, ce n'est pas dans les cours. Je vous donne un exemple. L'élève gagne des points d'expérience en faisant des devoirs, il acquiert des pouvoirs, et ces pouvoirs, c'est par exemple avoir plus de temps lors d'un test, ou avoir droit à une question enlevée lors d'un test. C'est toujours lors d'un test, hein, sinon ils s'en fichent. Ah non, il a le droit de manger en classe, ce genre de choses. Et j'ai testé ça avec une classe de première année de maturité, et les résultats étaient pas aussi phénoménaux que ce qu'on a eu ce matin ou hier, mais il faut savoir que c'est que 3 périodes par semaine,
Et que la conclusion principale, c'est ça. Ça change un peu la routine, mais ça ne coûte rien. Donc, pour conclure, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que les JDR bénéficient à l'enseignement et inversement. C'est quelque chose dont je suis fondamentalement convaincu. Que planifier, mener et adapter une partie est comparable à la planification, le déroulement et l'improvisation dans une salle de classe et en face des joueurs. Que la capacité à s'adapter est essentielle dans les deux rôles. J'ai essayé de le montrer avec des exemples tirés de la salle de classe ou tirés de la table ronde. Et que dans tous les cas, on doit rester maître. On veut absolument garder cette fameuse maîtrise, et c'est quelque chose qu'on sent. Et si vous êtes prof ou MJ, vous savez très bien ce que je veux dire, on sent quand une classe nous échappe, et on sent quand un groupe de joueurs nous échappe, on essaye de les ramener comme ça. Des fois, on s'y prend bien, des fois, on s'y prend mal, des fois, on a des outils pour le faire, des fois, on n'en a pas. Mais souvent, c'est ce qu'on appelle en anglais les split second decisions. On a peu de temps et on doit prendre des grosses décisions. Ça, c'est le retour sur Classcraft. Voilà, merci de votre attention. Alors, une time. Merci pile dans les temps. Formation à choper. Non, donc, merci beaucoup pour ton intervention. Je vois que Jean-François souhaite réagir promptement, donc je t'en prie. Je veux vous féliciter parce que vous nous offrez une analogie qui était tellement évidente, on ne la voyait pas. En tant qu'enseignant, en tant que professeur, surtout en tant qu'ex-enseignant primaire et secondaire, c'est exactement ça. C'est d'une limpidité. L'analogie est très frappante, elle n'a pas besoin d'être plus densifiée que ça. Donc, chapeau, vous réussissez vraiment à me convaincre absolument de la pertinence de la pédagogie. Les jeux de rôle, vous avez absolument atteint, vous avez gagné la partie. Ah, mais je suis MJ, moi je gagne de base. Mais... Pour la petite anecdote, mon titre, maître du jeu, maître de classe, je l'ai vu au dernier moment. Et en fait, quand on y pense, c'est un peu ce que vous venez de dire, c'est évident. Maître, et je ne l'avais même pas vu. Donc, voilà. Chapeau, c'est brillant. Merci. Mais c'est pas une question. Donc. Alors, j'avais deux petites remarques. La première, c'est que personnellement, le terme maître de jeu me dérange un peu. Surtout maintenant, on arrive à des jeux de rôle qui utilisent pas mal l'autorité partagée. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui peut s'appliquer aussi à un métier de professeur? J'en doute un peu, mais je ne suis pas professeur moi-même. Donc, ça, je peux vous répondre tout de suite si vous voulez. Alors, effectivement, on utilise souvent meneur, et aussi au prof, on a tendance à plus utiliser des termes comme accompagnant, guide, plus que maître. Donc, dans les deux cas, on remet en question le terme. Et puis, le deuxième point, c'était quand on parle du PNJ favori qu'on peut peut-être plus intégrer dans la campagne, c'est peut-être pas forcément... Alors, c'est facile quand on est meneur de jeu parce que les joueurs ne vont pas forcément voir tout ce qu'on a préparé. Donc, si on change des trucs à la dernière minute, ça se passe complètement derrière le rideau et derrière le paravent, dans le cas du meneur de jeu, mais ça va rester totalement invisible pour les joueurs. Par contre, si on change des points de la grammaire anglaise, je pense que ça va finir par se voir. Oui, alors là, s'il fallait comparer, on ne va pas changer le point qu'on va tenter d'enseigner, mais peut-être la manière de faire. Et moi, ça m'arrivait souvent d'arriver en classe avec des exercices que j'avais déjà photocopiés et je ne les ai juste pas donnés, ou au contraire de devoir vite aller faire certaines choses. Donc comme vous dites, peut-être pas dans le fond, mais dans la forme. Oui. Oui. Moi, j'avais une question, toujours pour faire ce jeu de la comparaison. Tu avais cette image du chien qui aboie sur le PNJ inutile. Du coup, j'imagine que pour les meneurs de jeu entre nous, ça nous est tous arrivé quand les joueurs s'attachaient à un personnage quelconque. Et nous qui, justement, pour être un petit peu réactifs, prenons ce personnage qui va finalement occuper un rôle central dans la campagne. Je me demandais si au sein de tes classes, tu pouvais retrouver cet effet-là, tout d'un coup voir un intérêt de tes études sur quelque chose que tu pouvais reprendre. Je peux même te donner un exemple très concret. En deuxième année, j'ai fait du théâtre, enfin une pièce de théâtre, et j'ai fait une fois un peu en test de les faire jouer des scénettes en anglais devant tout le monde. Et il y a une classe qui adorait ça, une classe qui n'adorait pas du tout. Et du coup, il y a une classe où j'ai beaucoup plus utilisé vraiment faire les pièces devant tout le monde, et une classe où j'ai plus utilisé peut-être le cours magistral, parce qu'eux n'étaient pas réceptifs. Donc oui, tout à fait. Du coup, cette fois-ci, je parle sans raconter les gens de la part, parce que je suis un peu cachée derrière la caméra. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation, c'était super intéressant.
Merci pour le flashback de mon cours HEP avec alignement curriculaire. C'était drôle et bienvenu. Comment tu mets dans ton analogie les éléments de type collaboration avec les autres enseignants, les tests communs, simplement le fait qu'on s'attend à ce que tu fasses certaines choses? On en discutait, je connais qu'on discutait de la tête de ton potentiel directeur s'il débarque dans ta salle de classe au moment où un joueur annonce qu'il a fait le récipitif sur son GD. Bref, comment tu mets la vie de collège dans une pratique où finalement le maître de jeu a assez peu de compte à rendre? Ouais. Alors, heureusement pour moi, en tout cas au gymnase où je travaille, donc le lycée, j'ai très peu de comptes à rendre aussi. Personne ne vient nous voir, pour le meilleur ou pour le pire. Et la collaboration entre enseignants, elle est en fait pas énorme. Et pour le coup, je trouve que ça se compare pas mal avec la collaboration entre MJ, où c'est comme si vous parliez entre profs, on se dit toujours, toi tu fais comment ça dans ta classe, toi tu fais comment ça, et puis on prend des éléments par-ci par-là. Mais c'est un peu comme en MJ, ah t'as fait cette campagne aussi, comment t'as fait, peut-être je vais m'intéresser à un ou deux éléments. Mais en tout cas, dans mon expérience professionnelle au gymnase, j'ai peu de co-construction ou de construction commune avec des collègues, parce que c'est comme ça que fonctionne le gymnase en Suisse, ou en tout cas celui où je suis. Mais en étant en secondaire 1, on a plus de tests communs. C'est pas une pratique que beaucoup de gens aiment, mais c'est une pratique qui a beaucoup de lieu. Alors là, honnêtement, je ne me sens pas qualifié d'y répondre de par ma faible expérience en secondaire 1, mais j'imagine que ça correspondrait peut-être à une partie à plusieurs MJ. Je sais que ça se fait, j'en ai déjà fait moi-même. On a eu, dans la présentation d'avant, un assistant MJ, où là, c'est plusieurs MJ qui construisent eux-mêmes la partie, tout comme plusieurs profs peuvent construire une séquence. À mon avis. Il y avait Jean-François qui voulait parler. Non, mais je veux juste ajouter, j'ai fait une tyrannique tout à l'heure, c'était peut-être juste un peu moins face à ce commentaire-là. Effectivement, il y a des contraintes externes, ministérielles, etc., et qui font que la liberté de l'enseignant est quand même forte. Elle varie selon les contextes. En France, il y a un mécanisme d'inspection. Je ne sais pas en Suisse si vous avez ce mécanisme-là. Ça peut venir jouer. Chez nous, au Québec, les enseignants sont très, très libres. Vraiment très, très libres. Donc là, chez nous, c'est pour ça que moi j'ai réagi fortement. Je me suis retrouvé là-dedans. Peut-être que si j'étais d'une autre culture pédagogique, professionnelle, j'aurais peut-être vu des contraintes. Tout à fait. Donc, je pense que j'ai vu ce parallèle vraiment parce qu'au gymnase, personne ne me dit quoi faire. Personne ne va contrôler. Comme j'ai dit, pour le meilleur ou pour le pire. Il y avait Laurent qui voulait ajouter quelque chose. Oui, plusieurs choses. Déjà, juste sur la narration partagée, par exemple, en fait, en pédagogie, on peut aussi faire de la classe inversée, ou de la pédagogie par projet, où en fait, c'est les élèves, les étudiants qui reprennent la main sur des choses. On pourrait tout à fait réfléchir à des analogies là aussi. Pour les échanges entre MJ, entre collègues, de plus en plus se développent des groupes de partage ou des groupes Facebook sur telle campagne, etc. Alors moi, ma question, j'ai une question sur un autre sujet. Parce qu'en fait, le jeu, en tant que situation, au sens, on va dire, la sociologie interactionniste de Goffman, que Guy connaît bien aussi, toute situation sociale, aucune interaction est située et elle prend un sens, et pour Goffman, il y a un cadre qui donne du sens à l'expérience. Et dans le jeu, on serait dans un cadre ludique, à l'école, gymnase, c'est le lycée, c'est l'équivalent des lycées. Ouais. On serait dans des situations peut-être considérées comme plus sérieuses. Et dans ce cas-là, le sens peut-être donné à la situation ou à l'action, à ce que font les gens, n'est pas forcément le même. Mais moi, une question qui m'était aussi posée il y a quelques temps, c'était le rôle du MJ comme poseur de cadre de l'expérience, au sens de Goffman, pour le jeu. Comment est-ce qu'on donne un cadre? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dirais dans les deux cas, est-ce qu'il n'y a pas aussi la comparaison à faire sur le maître de jeu d'un côté ou le maître de classe de l'autre comme poseur de cadre d'une expérience particulière, enfin, peut-être ludique d'un côté, peut-être alors sérieuse, il faudrait poser la question, en classe, le plus sérieux possible peut-être, mais en même temps, des fois des exercices en anglais, ça peut être la simulation aussi, donc on n'est quand même pas dans le cas compris, il s'agit d'apprendre, etc. Donc comment est-ce que tu situes du coup le rôle du maître là-dedans? Comme poseur de cadre.
Ah ben alors, enfin, ou ludique, ou sérieux, et puis est-ce qu'il y a des comparaisons à faire ou pas je pense. Alors en termes de cadres, je pense que ce sont des cadres très différents, évidemment. Ben, comme tu dis, c'est ce que je disais avant, où il faut contextualiser, parce que les élèves, ils sont là pour apprendre, et puis les joueurs, ils sont là pour jouer. Moi, je m'intéressais vraiment aux règles, et puis je pense que chaque MJ propose son propre cadre qui est sa propre version des règles un peu universelles de MJ, tout comme chaque prof a des règles et des cadres différents en termes de ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. On sait que certains MJ aiment mettre plus d'importance sur certaines choses, peut-être plus de combat ou pas de combat, ou plus de jet de dés ou pas de jet de dés, et puis certains profs, ils vont avoir un cadre où on a peut-être plus de liberté sur certaines choses et moins sur d'autres. Donc je pense que le cadre, il dépend, il est approprié par le MJ ou le prof, et qu'il l'adapte à sa propre sauce. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question, mais... Oui, bah, c'est très ouvert. Alors, ouais. Je suis désolé de voir. Il y a plein de réponses, je pense. Mais ouais. Aussi l'adaptabilité. Merci, je me suis régalé et puis le retour réflexif sur l'expérience pédagogique est vraiment très, très fécond. Je voulais juste ajouter, parce que tu parles souvent de split second decision, de situation d'improvisation, avec l'idée qu'on est un peu sur la brèche, qu'on est en urgence. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des moments où la temporisation peut faire partie du savoir-faire du meneur comme du savoir-faire du prof? Je pense par exemple, monsieur, on n'a pas vu ça, où là, personnellement, en tant que prof, j'ai tendance à lever les yeux au ciel en me disant, je leur laisse 5 secondes pour en fait se réguler. Ouais. Tu vas tout de suite avoir un ou deux, généralement au premier rang, je vais dire, mais attends, on l'a vu ça il y a 15 jours, et si c'est moi qui dis on a vu ça il y a 15 jours, ça va beaucoup moins réguler le groupe que si c'est quelqu'un du groupe qui, de façon plus horizontale, fait ce rappel-là. Et en termes de jeu, le jeu du Gandalf, on a souvent des effets amortisseurs au sein du groupe, le arrête tes conneries qu'on a tous entendu autour d'une table, qui fait que le groupe, l'individu va être relativement imprévisible à une table, mais le groupe va souvent amortir justement ces comportements un petit peu explosifs, ce qui fait qu'on peut scénariser sans être systématiquement à la merci de ce genre de coup de folie. Mais tout comme le joueur qui veut désamorcer un autre joueur qui sera en train de causer des problèmes, il y a un peu un côté, on attend de voir si le maître du jeu valide ou non le désamorçage, c'est-à-dire... Enfin, je pense à un cas un peu typique, c'est « Ah, je lui prends ou je l'attaque », puis l'autre il dit « Mais non, tu vas pas m'attaquer, genre évidemment que tu m'attaques pas », il dit « Si, je t'attaque », et puis les deux regardent un peu les MJ en se demandant bah, « Est-ce que je l'attaque ou pas? Est-ce que tu valides dans la diégèse l'action d'attaquer ?» Et alors oui, c'est tout à fait comparable, et puis les élèves aussi des fois, quand ils s'autorégulent, si ça dure trop longtemps, ils vont se tourner vers nous, parce qu'après ils attendent bah, « est-ce que… » Je vais pas dire « Ouais, en fait c'est un peu ça, c'est qui a raison selon le prof ?» Donc oui, et puis tout comme les élèves s'aident entre eux, les joueurs s'aident beaucoup entre eux. Hein. Je donnais l'exemple avant d'essayer d'amener les joueurs à eux-mêmes mieux comprendre le système de règles. Les joueurs entre eux ils sont extrêmement solidaires, tout comme les élèves. Du coup, alors merci encore à Brice pour